Au cœur des mystères. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette autre émission et dernière émission de la saison 2010, l'édition 2010. J'ai fait une méprise la semaine dernière. Vous vous souviendrez, si vous êtes des habitués de l'émission, j'avais dit 2009-2010. Ma petite méprise, c'était que les premières émissions que vous avez eu l'occasion de voir sur TVRL, de même que dans l'Internet, avaient été préenregistrées à l'hiver 2009, à la fin, au mois de décembre. Donc, c'est ça ma méprise. Bienvenue donc encore à cette autre émission. Et je vous le rappelle, donc, c'est notre dernière. Et sans plus tarder, si vous le voulez, on va discuter un petit peu ensemble avec notre invité, le métaphysicien voyant. Bien sûr, on le connaît bien, on l'aime bien aussi. Normand Pinard. Normand, bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous avez passé une belle semaine de printemps? Le printemps, j'aime... Je ne veux pas sembler un peu curieux, mais j'aime toutes les saisons. Vous aimez toutes les saisons, oui, mais particulièrement le printemps, ça doit quand même... Oui. On se sent quand même... Revivre un peu tout le monde, oui. Oui, parce qu'on s'habille plus légèrement. On s'habille plus légèrement. Avant de faire, bien sûr, la grande conclusion de notre émission, Normand, il faut en passer celle-ci, qui est fort importante. Et j'aimerais revenir à un sujet de la semaine dernière, qui était la mort. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, merci d'ailleurs aux gens qui nous écrivent, sur la mort. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, selon vous, là? On va voir... Vous avez une crédibilité, les gens, non seulement qu'ils croient, mais ont confiance à ce que vous dites. Je vais vous l'expliquer au niveau du matérialisme scientifique. Je vais commencer avec le matérialisme scientifique pour faire ressortir le côté mystique de la mort. On va parler du côté, on va dire du côté du non-croyant. Le côté terre-à-terre, peut-être? Côté terre-à-terre, le maximum. Okay. Bon. À supposer qu'un individu meurt et que toutes les sensations que l'on ressent dans la vie viennent du cerveau. Donc, un biologiste, l'Université de Montréal, va nous dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est situé dans telle partie du cerveau. D'accord? Donc, tout ce qu'on vit, quand on mange, etc., ce sont des sensations qui proviennent du cerveau. Il n'y a pas tout à fait tort. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que les biologistes ont tout à fait tort. Sauf que la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le cerveau, c'est le récipient et qu'on regarde des observations du récipient, ou est-ce que c'est vraiment juste le cerveau? C'est ça la grande question. Toutefois, on va dire qu'il n'y a plus rien. D'accord? Je pars avec l'idée que lorsque vous mourrez, c'est le néant. Et le néant absolu, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais venu au monde. Parce que pour se souvenir que l'on est venu au monde, faut-il avoir une conscience, pour avoir le souvenir qu'on est venu au monde, il ne faut pas être dans le néant. Bon. On va dire que la mort, c'est un état total de néant, vu d'un point de vue, comme je l'ai dit tantôt, du matérialisme scientifique. Et même d'ailleurs de la majorité des gens, de beaucoup de gens, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui existe et que vous n'avez jamais existé. Et que toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie... n'ont jamais existé. N'ont jamais existé. Ah bon. Vous n'êtes pas venu au monde, vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez jamais rencontré personne, parce que maintenant, vous êtes le néant. D'accord? Sauf que, ça, j'aime beaucoup cet exercice de l'esprit. C'est pas facile. Évidemment que quand on y pense, c'est angoissant. Ben oui. Qu'on retourne. Voyez-vous, c'est un lapsus. On retourne dans le néant. Sauf qu'il y a un problème, c'est que si c'est le néant, pourquoi j'existe maintenant? Vous comprenez? Parce qu'on l'a créé, peut-être. Non, si vous me permettez, c'est assez complexe à expliquer. L'équation, c'est pourquoi je vis, pourquoi j'existe, pourquoi je pense, pourquoi je rencontre des gens, alors que normalement, ça ne devrait pas exister. D'accord. Ni avant ma naissance. Et ni après. Ni après. Et le pendant, par contre. Parce que le après veut dire qu'il n'y a pas d'avant de naissance non plus, dans la pensée matérialiste. Et c'est en mettant en évidence la pensée matérialiste qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi, et c'est Sartre qui se posait cette question-là, les grands philosophes se sont tous posés cette question-là, c'est pourquoi que je suis... plutôt que de ne pas être. Alors, ça veut dire ceci. Puis ça, c'est un exercice de l'esprit. Ça veut dire que le néant n'existe pas. Et la raison pour laquelle le néant n'existe pas, c'est que si le néant était une fonction absolue, on ne serait pas là en train d'en parler. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe. On ne pourrait pas parler du néant
si on était néant, cette conversation-là n'aurait même pas lieu. Donc, avant la vie, que se passe-t-il? Voilà. Qu'est-ce qui se passe avant? Alors, si c'est une forme de néant avant qui me pousse à être au monde, je crois que l'être humain, c'est sûr que les hindous vont aller dans le sens de la réincarnation. Moi, ça m'agace, cette pensée-là. Personnellement, ça m'agace parce que ça me donne toujours l'impression qu'on doit recommencer sa première année. Fait qu'on est cornichon, puis on revient au monde en cocon. On ne se souvient de rien. C'est un éternel recommencement de la connerie. Il y a une chose, cependant, qu'on retient, qui est ceci, c'est que pour moi, c'est que j'existe. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être du néant. C'est-à-dire que c'est en plaçant en relief le néant qu'on s'aperçoit qu'on existe, que l'on vit. En fait, vivre, c'est se soustraire du néant. L'existence, les passions, l'amour, les choses intenses que nous allons faire, sont tous des choses qui se soustraient de la mort. Ce sont tous des choses qui nous permettent de nous ressentir. Et particulièrement, comme par exemple, il y a des gens qui disent souvent, quand les gens font l'amour au moment de l'orgasme, je pense qu'on a un public assez mature, hein, j'en suis même convaincu, ils ont cette impression d'immortalité. Oui. Cette impression que le temps arrête et cette impression d'avoir toujours existé. Parce qu'une jouissance absolue dans la vie n'est pas plus et n'est pas moins que la jouissance absolue de quelqu'un qui a existé sur la Terre il y a 2 ou 3 ou 4 000 ans. Est-ce que vous me suivez? C'est assez spécial, là. Oh là là. Oui. Là, je mets en évidence un principe de néant et un principe de vie. C'est ce qui me fait dire que vous, moi, les gens, nous sommes tous la même personne. Parce que nous venons du même néant. Non, parce que nous venons du même absolu. Même absolu. Qui tend à s'immortaliser. OK. Mais tu as dit qu'il tend. C'est peut-être là que le but de l'homme dans son inconscient, en fait, sa grande quête, de vouloir être éternel. Sa grande quête, c'est de réaliser qu'il est éternel. Voilà, OK. À travers le vécu, à travers les sensations. Mais il faut comprendre que pour penser à ça, il ne faut pas avoir peur des petites morts. Et j'appelle les petites morts, à un moment donné, des gens qui s'ennuient, des gens qui ont l'impression de ne pas avancer. Je crois que ces impressions-là sont très importantes dans la vie. Des gens qui vont faire des petites dépressions, des remises en question. Vide et tout ça, là, oui, je crois que c'est très important à vivre parce que ça nous permet, à un moment donné, d'aller plus loin pour nous sentir davantage en vie. Autrement dit, on ne peut pas se sentir en vie si on n'essaie pas de s'arracher au néant. Et pour moi, s'arracher au néant et passer à l'immortalité, c'est s'arracher à la mort. OK. J'entends la madame là, à la maison qui me pose la question comme celui qui me dit « Mais Monsieur Pinard, moi j'ai perdu ma mère il y a 10 ans. Où est-elle? Elle est morte, bien sûr, mais où est-elle pour Elle vous? » est dans l'éternité de nos pensées. Je ne crois pas en la mort. Donc, on est cohabité, c'est du coextensial. Oui. C'est une réalité coextensive. Je crois que nous sommes habités par tous les êtres qui ont déjà vécu sur la Terre, présentement, dans le moment présent, et que lorsqu'un individu passe à un niveau de la conscience qui est plus vaste, il ne fait que prendre l'infini du monde dans ses bras pour le ramener à sa conscience. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne me sens pas différent de quelqu'un qui a vécu en Égypte il y a 2000 ans ou 3000 ans. Quand je vais en transe ou en état altéré de la conscience, c'est parfaitement possible de voyager dans la chose que vous appelez du temps, parce que le temps, Alain, il n'existe pas. Bon. Dites-moi si j'ai bien compris. Quelqu'un qu'on aime bien meurt. Voilà. Cette personne-là, on est toutes les personnes qui la connaissaient. Disons que cette personne-là connaissait 50 personnes. Au bout de 3 ou 4 ans, les 50 personnes ne pensent plus à elle. Vous me suivez? Oui. Donc, cette personne-là, maintenant qui est décédée, n'existe plus et elle est au néant. Ce que je veux savoir? Non, le néant n'existe pas. Bon, alors, mais je vais laisser... Bon, arrive. Et au moment qu'il y a une des personnes, des 50 personnes qui pensent à elle, dire, mon Dieu, je m'ennuie d'une telle, je sais pas moi, madame une telle, ou ma femme, tout le tralala, pouf! La personne, moi, de mon vivant, si je pense à quelqu'un qui est décédé que j'aimais beaucoup, donc je la fais revivre. Alors là, je vais vous répondre par un seul mot de la philosophie. Ouais. L'immortalité
c'est se souvenir encore de soi quand le monde nous aura oubliés. OK. Voilà, OK. Là, je le comprends. Est-ce que vous comprenez? Oui, là, je viens de le comprendre. C'est se vous souvenir de soi quand le monde nous aura oubliés. Mais si nous nous plaçons au niveau du monde, nous nous oublierons. OK. Parce que nous ne sommes pas tout le monde. OK. Nous sommes un être unique, OK. mais en même temps, on est tout le monde. Et ça prend un exercice de l'esprit qui permet l'abolition de la séparation ontologique. Regardez, c'est moi. Le couple fonctionne un peu comme ça, puis c'est pour ça que ça barre dans le couple. Moi et l'autre. Pas le moi et l'autre, Non, de Dominique l'époque, ouais. Michel Non, et Denise Filiatro. Non. Mais il n'y a pas vraiment de moi et l'autre. Pour moi, le monde, c'est pas un Absolu. autre, c'est un autre. Un autre. Et pourquoi que c'est un autre, que c'est un invité? Parce qu'il est le produit de mes représentations D'accord. immatérielles OK. sur lesquelles il existe réellement dans le fondement des représentations. Donc, la représentation, elle est réelle, mais dans un monde immatériel. Mais si vous vous identifiez à un monde matériel, si vous vous identifiez à votre corps, Ouais. si vous vous identifiez à l'usure du corps et que vous vous oubliez en disant « on vit, on meurt, c'est quoi le sens de la vie », vous risquez de devenir du compost parce que le réel, c'est rien d'autre que la chose que vous croyez. On crée le monde, et si le monde existe, c'est parce que vous existez. OK. Le mondain, le monde, ne peut pas exister sans le coefficient de la personne qui en est consciente. Un arbre existe dans la forêt parce que je suis conscient de cet On arbre-là. le donne, c'est ça, exactement. Je donne donc le coefficient d'existence de la réalité extérieure parce que je suis. Mais sans le « je suis », ça ne peut plus exister. Ouais, et de là vient le fameux « je pense, donc je suis » un petit Pas peu. tout là. à fait. Pas tout à fait, là. Pas tout à fait. Ouais. C'est complexe que je suis en train C'est d'expliquer complexe. ça. Là. Ben alors donc, quelqu'un Mais qui ça se meurt... comprend. En philosophie, ça se comprend Ouais. pour des gens qui ont étudié la philosophie. Mais vous savez, la personne que vous parliez de madame tantôt, là, les gens comprennent. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, c'est pas nécessairement tous des gens qui ont des formations. Là. Les gens comprennent parce que l'être comprend. Et moi, quand les gens viennent me voir et me disent « je voudrais comprendre l'absolu », la première chose que je leur dis, c'est extraordinaire. Je dis « vous avez simplement arrêté de penser parce que l'absolu, c'est pas quelque chose qui peut se penser, ça peut se vivre. Mais on ne peut pas penser à la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui nous rencontre quand on est prêt puis quand on vit. Autrement dit, moi j'ai appris plus de choses. À un moment donné, je me suis acheté une grosse motocyclette. J'avais l'air de motard, imaginez-vous, avec ma barbe et tout ça. J'étais philosophe, mais pas pour quelqu'un en campagne, ça faisait peur un peu. Ça faisait peur à des gens. J'ai vécu plus intensément des expériences, si vous voulez, parce que là, il faut être très alerte. Quand on roule à 120 sur une moto, il faut être vraiment là. Donc, dans ce vécu-là, dans l'intensité de la vie, je me suis rendu compte que il faut prendre des risques si on veut se sentir vivant. Puis c'est la même chose en amour, c'est la même chose. Il faut prendre des risques. Il ne faut pas attendre que la vie nous apporte les choses uniquement. Je crois que vivre, c'est risquer. Je crois que dans le risque, il y a une intensité qui est importante. Oui, vous me parlez de la moto. Parce que quand je faisais la moto, je vais juste terminer ça parce que sinon je vais l'oublier. Ouais. Parce que ça me permettait, quand j'avais terminé là, ce qu'on dit notre ride, notre tour, ça me permettait de me sentir réellement en vie d'une manière très, très intense. Donc, vous me parlez de la moto. Moi, je vais faire un rapprochement avec l'auto et la possibilité peut-être de quitter la vie. Il y a une statistique qui démontre... Je faisais de la moto. Je n'avais pas l'intention de quitter la vie, mais je prenais des risques. Vous prenez des risques, mais on prend toujours des risques parce que il y a une chance sur 43 en automobile ou à moto ou à vélo ou à pied, une chance sur 43 d'être blessé quand on est sorti de la maison. Et une chance sur 161... Dans la maison. En dehors de la maison, bien sûr. Quand on est en auto, en voiture, à vélo, à moto, à pied, dès qu'on est sorti de la maison et qu'on déambule, soit par ces véhicules-là, comme je vous ai nommé, ou même à pied, une chance sur 43 d'être blessé.
Vous me suivez? Et une chance sur 161, quand on est à bord d'un véhicule, de mourir dans l'automobile. De toute manière. Une chance sur 161. Tandis qu'on a une Venir chance au sur monde, 4 millions, je pense, ou Oui, 14 millions mais de de toute millionnaires à manière, la ce que vous loterie. êtes en train de me dire, c'est Oui. venir au monde, c'est risqué de mourir. C'est risqué de mourir. Oui. Mais OK, c'est une petite aparté que je faisais avec la moto et bon, Sauf que, la vie et la mort. si on vient au monde, ma grande question, c'est pourquoi? Oui. Et est-ce que le néant peut exister quand on peut s'interroger dessus? Alors, ça remet en question le principe que le cerveau est une machine à sensation et que ça s'arrête là. Moi, je crois que le cerveau, c'est quelque chose qui contient une énergie qui est beaucoup plus subtile et que ce qu'on observe en laboratoire, ce sont des effets électriques du contenant. Oui, puis avec les milliards de cellules que l'on... Et je le cerveau crois que comporte. lorsque les gens sont sous anesthésie et qu'ils ont l'impression de sortir de leur corps, c'est que c'est simplement que leur conscience n'est plus uniquement identifiée au corps et que leur conscience devient plus vaste. Et qu'on peut arriver à le faire sans risquer de mourir, par la méditation. Vous savez, il y a des gens qui vivent ces expériences-là, qui marchent sur la rue, puis qu'à un moment donné, ont l'impression de marcher devant eux. Ça fait partie des phénomènes paranormaux. Alors ça, c'est pour ça qu'on arrive à y penser. Et vous savez, d'arriver à y penser sans avoir à prendre de l'aspirine, c'est quelque chose. Oui. C'est une forme de décorporalisation, quoi? Non, c'est de l'interrogation philosophique sur une trentaine d'années. OK. Vous savez, quand on se tient avec des philosophes... Quand On doit bien se sentir à ce moment-là. On ne sent plus notre corps. Si notre corps est quelque peu pesant et c'est-à-dire lourd... que ça abaisse le taux d'inquiétude. J'imagine, oui. Parce que ça nous permet de dire pourquoi j'existe plutôt que de ne pas exister. C'est to be or not to be, être ou ne pas être, là, on peut le dire. Oui. Et voilà, en ce qui concerne la mort. Pour alléger un petit peu, et je veux faire plaisir à une fidèle auditrice, Nathalie de Laval. Plaisir. Nathalie de Laval, c'est vraiment pour alléger un petit peu, et elle comprendra bien sûr pourquoi je dis alléger, parce qu'il va s'en dire comme question. Elle demande quel type de film, allez-vous au cinéma, et quel type de film vous anime au cinéma? Des films tordus. Allez-y, expliquez-nous. J'aime beaucoup David Cronenberg. Je me souviens d'un film qui s'appelle Crash, que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un film totalement pervers, où les gens se rendent dedans par accident de voiture et où ils ont un rapport de sensualité, de sexualité, avec les plaies causées par l'accident de voiture, comme des ouvertures érotiques. J'aime des films tordus comme ça, parce que c'est pas des films ordinaires, et ce ne sont pas des films qui sont faits commercial pour tout le monde. Tim Burton aussi? Tim Burton, j'aime beaucoup parce que c'est fantastique, parce que c'est merveilleux, parce que c'est mon côté enfant. Oui, OK. Ce n'est peut-être pas par hasard que je suis né le même jour que Michael Jackson, puis toutes ces choses. Oui. Ces êtres un peu féeriques. Il y a quelque chose de féerique en moi. Phénoménal. J'ai besoin du féerique. J'ai besoin de ça. Mais il y a un autre film de David Cronenberg que j'ai beaucoup aimé. C'est Mulholland Drive. Mulholland Drive. Et qui parle de la mort. Oui. Je veux pas. C'est vraiment un film complexe. C'est un film. C'est pas fait pour nécessairement là. Non, pour grand public. C'est pas un film de popcorn, on se comprend. C'est pas grand Mais public. c'est l'histoire de gens qui meurent, qui ne savent pas qu'ils sont dans la mort. Voilà. Et qui sont dans ce qu'on appelle le purgatoire d'un piège d'une boucle sans fin où ils répètent leur expérience parce que ils n'arrivent pas à exorciser le plan de la représentation. Donc quelqu'un qui meurt comme dans ce film avec Jean Marais, je crois que c'était Orphée. Orphée, bien sûr. Orphée, Ah oui. où une personne traverse le miroir et où finalement les gens qui étaient, par exemple, travaillaient dans un domaine, ça pourrait être des vitriers, arrivaient de l'autre côté, ils étaient vitriers. Donc, on ne quitte jamais ces représentations. Si vous ne changez pas vos représentations, quand les gens meurent et qu'on appelle les paradis astraux, c'est la rencontre avec nos représentations. Notre famille comme représentation, des gens décédés comme représentation, et on peut faire également des rêves, on rencontre des gens, même décédés comme représentation, mais qui ont l'air vivants. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand vous êtes capable de vous apercevoir que vous rêvez et qu'ils sont morts et que vous posez des questions. Oh là là. Et que se passe-t-il dans ce temps-là? J'imagine, si vous en parlez, ça, ça, vous vous l'avez les rôles vécu? sont inversés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous êtes en train d'entrer dans votre inconscient, et à ce moment-là, vous avez le pouvoir de changer complètement votre destinée. Oh là là!
parce que ça s'appelle les records akashiques. Oh, d'accord. OK. Et les records akashiques sont les enregistrements de l'âme depuis l'aube de l'humanité. Les annales, les records. Oui, voilà. Oui, les annales que tous akashiques. les grands mages, les grands magiciens, dont je ne vais pas prononcer les noms, parce qu'il y a aussi des gens qui ça concerne la magie noire. Donc, il faut faire très attention. J'aime beaucoup ce genre d'expérience-là. Donc, le personnage de la semaine dernière, le grand personnage, en fait, c'est plus qu'un personnage, il a existé. Quand je parlais de Michel de Notre-Dame ou Nostradamus, allait sans doute faire des petits tours, des petites incursions dans les annales akashiques ou dans les records akashiques. Certains le faisaient, mais je ne suis pas sûr dans le cas de Nostradamus. Je pense que Nostradamus avait la capacité, comme Edgar Cayce, d'élargir sa conscience en faisant abstraction de l'idée du corps. OK, c'est un autre phénomène. Ouais. Peut-être, Ouais. parce que je ne suis pas Nostradamus. C'est difficile de dire comment est-ce que lui, autrement dit, sa technique, c'était quoi? Ouais. C'était certainement un état altéré de la conscience. Je peux vous dire ceci, c'est lorsqu'on a fini de penser à des conneries, et étant donné que la majorité des gens qui survivent pensent à la survie à tous les jours, c'est sûr qu'à quelque part, les Amérindiens en savaient plus que nous à ce sujet-là, parce qu'ils étaient extrêmement en contact avec la nature. Nous, on n'a pas le temps. Puis il faut être philosophe pour avoir le temps. Dans les d'étudier pays ces industrialisés, les pays, on n'a plus de temps. Les gens n'ont plus le temps de capitalistes. penser. Les gens n'ont plus le temps d'être en couple. Les gens n'ont plus le temps de parler à leurs enfants. Les gens n'ont plus le temps de se retrouver. Comment voulez-vous penser à ça? Mais y a-t-il des endroits sur le globe, des nations, peut-être, qui prennent le temps, comme les Premières Nations, justement, puisque j'en parle en Afrique? C'est-à-dire... Les pays d'Afrique, les tribus? Non, l'Amérique, c'est strictement un monde matérialiste. Ouais. Les Indes, c'est un monde qui est très, 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 très orienté vers la spiritualité. Oui. Mais pour moi, c'est à travers des formes spirituelles. Quand tu es aux Indes, tu as à peu près 100 000 casques de formes de pensée. Puis, je rentre pas dans des formes de pensée. Ouais. Normalement, il nous reste un petit 5 minutes. Puis Ah. parmi les questions que j'ai épluchées, parce que Allez-y. puisque c'est la dernière émission, il y en a que je m'étais promis Je savais pas que ça passait. ça passe toujours très vite. Donc, Robert Paul de Lyon en France. Robert Paul de Lyon en France, monsieur, vous vous reconnaissez. On va poser maintenant votre question. Est-il possible de toucher un objet et de ressentir des événements concernant cet objet? Qu'on pense par exemple les médiums qui tentent de faire cet événement, de chercher quelqu'un, qu'on appellerait peut-être la psychométrie, si je C'est de m'abuse. la psychométrie. Ouais. C'est de la psychométrie. Ça m'est déjà arrivé en consultation, des gens qui demandaient de toucher à des objets. Puis à partir du moment où on touche l'objet, on quitte la représentation physique, on quitte la représentation de la spatio-temporalité, et ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle des images concernant l'objet. Et à ce moment-là, on peut dire parfois des informations assez précises à quel endroit qu'on peut retrouver telle chose. Donc, Mais c'est c'est de très- la psychométrie. Ce n'est pas de la voyance, c'est psychométrie. Donc, j'avais le bon terme, psychométrie. Ah, absolument. Et c'est très rare que les gens ont le bon terme, parce qu'en général, les gens pensent que c'est de la voyance. C'est de la psychométrie. Et c'est une technique, ça, Normand? Non, il n'y a rien de technique dans l'être. Il y a rien de technique. L'être, c'est la fin de la technique. Je croyais que c'était une technique tout comme C'est- l'astrologie ou la chiromancie. C'est l'expansion ou de la chirurgie. conscience, Ouais. et on est obligé de nommer des noms pour décrire ces phénomènes-là. OK. Comme les gens qui voient des fantômes, les gens qui voient des ovnis. On est obligé de dire un ovni. On est obligé de dire des termes comme la psychométrie. Mais en fait, ça relève toujours de l'expression et l'expansion d'une conscience vers l'infini. J'ai ici Mme Josiane de Laval. Josiane de Laval, je vais la passer cette question-là aussi, la fameuse synchronicité. Hein? Comment est-il possible de penser à une personne que nous n'avons pas vue depuis, par exemple, 5 ans, et que par pur hasard, on la croise quelques minutes plus tard sur la rue? Parce que le hasard n'existe pas et qu'on ne rencontre que soi-même. Et que le monde est une représentation, une sorte de peinture, une sorte de photographie. Et vu qu'on voit toujours notre avenir, il est possible parfaitement de ressentir quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis 10 ans, mais de se souvenir qu'on va la rencontrer dans l'illusion de demain. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. La synchronicité, c'est quand on est capable de voir l'extérieur de notre intériorité. C'est quand la synchronicité, c'est voir le dedans de toutes nos impressions du dehors. C'est quand on abolit l'ontologie et l'impression de la séparabilité du monde.
Et c'est à ce moment, plus vous devenez conscient, plus l'impression de la séparabilité s'effondre. OK. Et lorsque la séparabilité s'effondre, vous rencontrez des phénomènes de synchronicité pour vous avertir que vous êtes en train de vous rencontrer à travers la traversée des apparences du monde, de la séparation du monde. Normand, à peine 2 minutes. En l'espace de 2 minutes, j'aimerais vous demander que vous nous parlez de vos ateliers. Vous allez en donner cet été des ateliers et des conférences? J'en donne depuis 28 ans. Oui, mais vous prenez pas une pause durant l'été? Je m'amuse. Pourquoi je prendrais des pauses? On peut trouver ces informations-là sur votre site Internet www.normandpinard.com, bien évidemment. Et bien sûr, aussi, on peut vous téléphoner. On le rappelle toujours, le numéro de téléphone apparaît à l'écran, qui est le 514-254-5919. Et bien sûr, pour l'été qui s'en vient, bon, c'est la fin de la série ici. On ne sait pas, Normand, peut-être que, je sais que c'est en septembre que TVRL, le comité de sélection, justement, fait la sélection au mois de septembre-octobre pour la saison suivante, donc pour 2011. On verra. On est au... Je sais que je suis. Oui. Je ne m'inquiète pas. Oui, et on sait qu'on est en reprise aussi cet été. Vous savez, il y a toujours quelque chose après. Toujours quelque chose après. Oui. Nous sommes en reprise. Dans une forme ou dans une autre. Bien sûr, Madame, Monsieur, on peut aussi retrouver 150 conférences qui sont disponibles sur DVD, toujours sur le site de Normand Pinard à www.normandpinard.com. Je prends quelques instants pour remercier la belle équipe qui nous a accueillis ici à Laval, à TVRL. Absolument extraordinaire. TVRL, très bien sympathique. sûr. Il y a Alain Huppé, le réalisateur. Merci beaucoup, Alain, pour votre patience et pour ce beau travail pour la mise en onde. On a eu Martin et Pauline aujourd'hui comme caméraman. Sébastien. On a eu Sébastien également. À vous tous et vous toutes, merci beaucoup pour votre belle générosité, pour votre temps, pour cette émission. Bien sûr, au cœur des mystères. Normand, c'est déjà la fin. Merci à vous. Et je ne le vis pas comme une mort. Non, ce n'est pas une mort, c'est une renaissance. On vous retrouve bientôt, n'oubliez pas. C'est diffusé donc sur TVRL au Canal 9. Les gens disent Vox, il ne faut pas se méprendre. C'est Vox qui ouvre la porte sur TVRL, là, Télévision régionale de Laval. Et bien sûr sur l'Internet, avec Web TV. Parlant d'Internet, je vais donner le numéro de téléphone pour les gens qui ont des commentaires. C'est le 450-973-8005, hein, le 973-8005 pour les commentaires ou peut-être pour des questions pour d'éventuelles autres émissions ou encore vous communiquez vos impressions par écrit info@tvrl.ca. Voilà. Mais Normand, là, c'est vrai que je vous dis merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir, M. Labelle. Un grand plaisir pour moi aussi, Madame, Monsieur. Je vous souhaite un bel été et puis on vous retrouve peut-être en 2011. Merci de votre générosité d'avoir accepté de nous faire pénétrer chez vous, soit par le web ou pour la télé. Merci beaucoup. À bientôt, Mesdames, Messieurs. Normand, merci beaucoup. Merci.